Here at home, the president's push to prosecute his political rivals is escalating, as the Department of Justice has now indicted another longtime foe of the president. New York Attorney General Letitia James, a Democrat who brought a successful civil fraud case against Mr. Trump before his second term, is facing charges of bank fraud and making false statements to a financial institution. She denies all wrongdoing and says this is payback from the president. Il existe des situations où le fonctionnement normal des tribunaux est interrompu non pas par des décisions sur le fond, mais par des signes indiquant qu'un élément structurel a été touché. Il existe des situations où le fonctionnement normal des tribunaux est interrompu non pas par des décisions sur le fond, mais par des signes indiquant qu'un élément structurel a été touché. Le matin du 19 décembre, dans le bâtiment de la Cour fédérale du district sud de New York, un extrait audio présenté comme preuve d'urgence a changé le cours d'une audience qui jusqu'alors se déroulait conformément aux attentes de la phase d'instruction. La session portait sur l'enquête relative à des pratiques comptables impliquant des paiements effectués par l'intermédiaire d'une organisation liée à l'équipe de campagne de 2016. L'enregistrement a été présenté sans préavis lors de l'audition d'un témoin qui avait directement agi en tant que conseiller juridique externe lors de cycles précédents. Bien que techniquement court, le contenu a tellement retenu l'attention de la salle que le président du tribunal a suspendu les travaux pour une durée indéterminée afin de procéder à une analyse procédurale. Aucune des parties n'avait demandé de pause. Aucune impasse n'avait été déclarée. La suspension a été décidée sur la base de ce que le magistrat a décrit comme une nécessité technique de protection. Et c'est cette justification qui a transformé un élément de preuve en un événement institutionnel inattendu. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. L'interruption n'était pas le résultat d'un conflit entre la défense et l'accusation, mais d'un geste de la Cour elle-même. Un geste qui, en soi, indique la présence d'un élément sensible dans la manière dont les faits étaient présentés. La réaction immédiate des personnes présentes n'était pas explicite, mais elle s'est manifestée dans leurs mouvements. Les procureurs ont commencé à revoir leurs notes précédentes. Les avocats ont vérifié les calendriers qu'ils ne s'attendaient pas à modifier. Le témoin est resté immobile, les yeux fixés sur un point indéfini de la salle, comme s'il connaissait déjà le contenu du document qui venait d'être présenté. Aucun mot n'a été prononcé jusqu'à ce que le juge se retire pour évaluer, à huis clos, la validité de la preuve et sa compatibilité avec le dossier. À son retour, son orientation n'était pas simplement procédurale. Il a recommandé dans le procès-verbal que tout nouveau document dont l'origine n'était pas formalisée soit soumis à une évaluation technique préalable, même s'il avait été validé en externe. Cette orientation, rare dans les instructions publiques, a été acceptée sans contestation par les deux parties. Selon les journalistes présents, l'atmosphère avait changé. Ce qui était auparavant une audience classique sur des registres comptables prenait désormais des contours plus délicats. Cela concernait non seulement le contenu de la preuve, mais aussi la manière dont elle avait été obtenue, traitée et intégrée à la procédure en cours. C'est dans ce type de circonstances que se révèle le degré de perméabilité institutionnelle à des facteurs imprévus. Dans les procès très médiatisés, la présentation d'un nouvel élément de preuve s'accompagne généralement d'essais rhétoriques, d'objections formelles et de disputes sur son admissibilité. Ici, le silence s'est imposé comme un signe plus éloquent que n'importe quel argument. L'enregistrement audio en question n'a pas été décrit publiquement. Son contenu n'a pas été divulgué. Mais son existence a provoqué une pause abrupte, un changement d'attitude des opérateurs juridiques et une réorganisation non déclarée des stratégies en cours. La défense, qui s'appuyait jusqu'alors sur un récit chronologique, a commencé à insister sur les lacunes procédurales. L'accusation, quant à elle, a reculé dans son exposé oral, préférant maintenir l'attention sur les étapes déjà consolidées dans le processus. Le juge a limité ses interventions à des gestes formels, sans commentaires supplémentaires.
Aucune des parties n'a manifesté de surprise réelle, ce qui peut suggérer que le contenu était déjà connu dans des cercles restreints, mais n'avait pas été officiellement introduit dans le procès jusqu'à ce moment-là. Le poids institutionnel d'un épisode comme celui-ci ne réside pas seulement dans la preuve présentée, mais dans la réaction qu'elle provoque parmi ceux qui font fonctionner le système judiciaire. Le changement soudain du rythme de la procédure, la reformulation des arguments face à une nouvelle donnée, indiquent que les effets de ce qui a été présenté sont encore en phase d'assimilation. C'est dans ces moments-là que le procès cesse d'être un scénario prévisible et devient un champ dynamique de repositionnement. Et plus la visibilité de l'affaire est élevée, plus la répercussion de ces repositionnements est importante dans les sphères extérieures au tribunal. Les observateurs spécialisés soulignent que les changements de cap à ce stade de la procédure ont tendance à reconfigurer le poids relatif des preuves antérieures, même s'ils ne modifient pas formellement les demandes ou les cadres juridiques. C'est la perception du jury, des avocats, de la presse et du public qui commence à fonctionner selon une autre logique. Une logique dans laquelle l'enjeu n'est pas seulement le bien fondé des accusations, mais l'intégrité du processus dans son ensemble. Et c'est précisément cette perception qui a commencé à se former le matin où l'audience a été interrompue. Des analyses comme celle-ci aident à comprendre pourquoi certains moments judiciaires doivent être suivis avec une attention redoublée. Lorsque des changements de comportement surviennent au sein même de la structure de la Cour, cela signifie généralement que l'affaire a dévié de la trajectoire prévue. C'est pourquoi le suivi sérieux et approfondi de ces épisodes fait partie de l'engagement de cette chaîne. À partir de ce moment, le processus a cessé d'être uniquement un espace d'enquête technique pour devenir une arène où différents niveaux institutionnels ont commencé à agir simultanément. Le ministère de la Justice, bien que n'étant pas directement présent à l'audience, a publié dans les heures qui ont suivi une note confidentielle adressée à l'inspection générale de la Cour, demandant un accès supplémentaire au matériel qui avait motivé la suspension. La justification officielle était que le contenu pouvait éventuellement avoir des implications au-delà du cadre strict de cette affaire, notamment en ce qui concerne l'utilisation de ressources de campagne dans des articulations commerciales de nature juridique indéfinie. La Cour a répondu officiellement en autorisant un accès restreint sous supervision technique. Cette décision a établi une triangulation institutionnelle entre le pouvoir judiciaire, le ministère public fédéral et les organismes de régulation de la transparence électorale, ce qui en soi reconfigure déjà le statut de toute procédure en cours. C'est dans ce contexte que le rôle de la Commission électorale fédérale a commencé à prendre de l'importance. Bien que son mandat se limite à l'analyse de la conformité de l'utilisation des fonds électoraux, les membres du collège interne ont commencé à être consultés de manière informelle sur l'impact des preuves obtenues en dehors de la chaîne de conservation formelle. Des rapports préliminaires ont souligné la possibilité de l'existence de contrats parallèles impliquant des sociétés écrans ayant des liens indirects avec des fonds de collecte liés à la campagne de 2016. Ces rapports n'ont pas été rendus publics, mais ont été enregistrés comme annexes de consultation lors de sessions internes de la commission elle-même. À partir de là, un flux de communication interinstitutionnelle s'est mis en place qui, bien que discret, a été suivi par des analystes qui surveillent le chevauchement des compétences dans les grands procès politiques. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'introduction de cet enregistrement, même bref, a mobilisé des structures au-delà du tribunal où se déroule le procès. Il ne s'agit pas seulement du contenu en soi, mais de l'origine, du moment et de la manière dont il a été inséré dans le processus. Selon des experts en droit pénal procédural ayant une expérience dans les affaires de financement politique, la manière dont une preuve entre dans le circuit judiciaire définit souvent l'ampleur de son impact. Si elle est intégrée sans résistance, son impact se limite au dossier. Mais si son introduction provoque des réalignements visibles entre les institutions, le système commence à fonctionner selon une autre logique, celle de la contention, de la préservation et de l'anticipation de scénarios futurs. C'est dans ce contexte que les représentants du comité d'éthique du Congrès, traditionnellement absents des litiges judiciaires en cours,
ont demandé à avoir accès à des extraits publics du dossier à des fins d'analyse préventive. Bien qu'il n'ait pas le pouvoir d'intervenir, ce type de mouvement signale généralement un intérêt politico-institutionnel pour la préservation de certains discours. Des sources proches du comité ont indiqué que la préoccupation ne portait pas sur la responsabilité pénale, mais sur la possibilité que l'affaire rouvre le débat sur les réformes du système de responsabilité financière des campagnes électorales. La mention de réforme ne figurait dans aucun ordre du jour officiel jusqu'alors, mais elle a recommencé à circuler dans les coulisses du Parlement après la suspension de cette session spécifique. Ce type de retour a son importance. Lorsqu'une discussion considérée comme close depuis des années est réactivée par un événement procédural isolé, cela signifie que l'affaire a dépassé sa nature juridique initiale et est entrée dans le domaine des interprétations politiques controversées. Il convient également de noter que, dans les 48 heures qui ont suivi, 3 anciens directeurs de l'agence, chargés de superviser les transferts électroniques entre les comités des partis et les fournisseurs, ont été convoqués de manière informelle à des audiences à huis clos avec des techniciens du Trésor. Le motif déclaré était la vérification des protocoles de suivi des opérations confidentielles entre 2015 et 2017. Bien qu'il n'y ait, à ce jour, aucune confirmation d'un lien direct entre ces réunions et le procès en cours, la coïncidence temporelle et le choix spécifique de la période étudiée soulèvent des questions parmi les analystes financiers liés au secteur public. La présence du Trésor, même indirecte, ajoute à la complexité de l'affaire en introduisant la variable de l'ingénierie financière derrière certaines opérations. Et lorsque cette variable entre en jeu, le procès cesse d'être un simple litige sur des registres comptables et implique désormais le contrôle des mécanismes systémiques de transfert de fonds entre les sphères politiques, juridiques et entrepreneuriales. Cette superposition d'intérêts institutionnels, même si elle n'est pas officiellement déclarée, produit une tension souterraine qui façonne l'environnement dans lequel les décisions seront prises. Chaque nouvel acteur qui s'approche de l'affaire, que ce soit par le biais de consultations, d'avis techniques ou de suivi parallèle, ajoute une couche d'attente à ce qui est déjà jugé. Et lorsque les attentes s'accumulent à plusieurs niveaux, le centre de gravité du jugement change. Il ne repose plus uniquement sur les arguments des parties ou l'interprétation du juge, mais aussi sur ce que les observateurs institutionnels attendent de lui. C'est ce type de déplacement qui transforme des jugements ponctuels en jalons structurels. Et la manière dont chaque institution réagit à cela, même de manière subtile, tend à influencer le rythme et l'orientation des prochaines étapes de la procédure. C'est pourquoi le suivi continu des affaires, présentant un tel degré de convergence institutionnelle, devient encore plus pertinent. L'analyse que nous proposons ici vise précisément à maintenir cette attention sur les couches qui se forment au-delà des dossiers et sur la manière dont elles redessinent le terrain du litige. Il existe des situations où le fonctionnement normal des tribunaux est interrompu, non pas par des décisions sur le fond, mais par des signes indiquant qu'un élément structurel a été touché. Il existe des situations où le fonctionnement normal des tribunaux est interrompu, non pas par des décisions sur le fond, mais par des signes indiquant qu'un élément structurel a été touché. Le matin du 19 décembre, dans le bâtiment de la Cour fédérale du district sud de New York, un extrait audio présenté comme preuve d'urgence a changé le cours d'une audience, qui jusqu'alors se déroulait conformément aux attentes de la phase d'instruction. La session portait sur l'enquête relative à des pratiques comptables impliquant des paiements effectués par l'intermédiaire d'une organisation liée à l'équipe de campagne de 2016. L'enregistrement a été présenté sans préavis lors de l'audition d'un témoin qui avait directement agi en tant que conseiller juridique externe lors de cycles précédents. Bien que techniquement court, le contenu a tellement retenu l'attention de la salle que le président du tribunal a suspendu les travaux pour une durée indéterminée afin de procéder à une analyse procédurale. Aucune des parties n'avait demandé de pause. Aucune impasse n'avait été déclarée. La suspension a été décidée sur la base de ce que le magistrat a décrit comme une nécessité technique de protection. Et c'est cette justification qui a transformé un élément de preuve en un événement institutionnel inattendu.
L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. L'interruption n'était pas le résultat d'un conflit entre la défense et l'accusation, mais d'un geste de la Cour elle-même. Un geste qui, en soi, indique la présence d'un élément sensible dans la manière dont les faits étaient présentés. La réaction immédiate des personnes présentes n'était pas explicite, mais elle s'est manifestée dans leurs mouvements. Les procureurs ont commencé à revoir leurs notes précédentes. Les avocats ont vérifié les calendriers qu'ils ne s'attendaient pas à modifier. Le témoin est resté immobile, les yeux fixés sur un point indéfini de la salle, comme s'il connaissait déjà le contenu du document qui venait d'être présenté. Aucun mot n'a été prononcé jusqu'à ce que le juge se retire pour évaluer, à huis clos, la validité de la preuve et sa compatibilité avec le dossier. À son retour, son orientation n'était pas simplement procédurale. Il a recommandé, dans le procès verbal, que tout nouveau document dont l'origine n'était pas formalisée soit soumis à une évaluation technique préalable, même s'il avait été validé en externe. Cette orientation, rare dans les instructions publiques, a été acceptée sans contestation par les deux parties. Selon les journalistes présents, l'atmosphère avait changé. Ce qui était auparavant une audience classique sur des registres comptables prenait désormais des contours plus délicats. Cela concernait non seulement le contenu de la preuve, mais aussi la manière dont elle avait été obtenue, traitée et intégrée à la procédure en cours. C'est dans ce type de circonstances que se révèle le degré de perméabilité institutionnelle à des facteurs imprévus. Dans les procès très médiatisés, la présentation d'un nouvel élément de preuve s'accompagne généralement d'essais rhétoriques, d'objections formelles et de disputes sur son admissibilité. Ici, le silence s'est imposé, comme un signe plus éloquent que n'importe quel argument. L'enregistrement audio en question n'a pas été décrit publiquement. Son contenu n'a pas été divulgué. Mais son existence a provoqué une pause abrupte, un changement d'attitude des opérateurs juridiques et une réorganisation non déclarée des stratégies en cours. La défense, qui s'appuyait jusqu'alors sur un récit chronologique, a commencé à insister sur les lacunes procédurales. L'accusation, quant à elle, a reculé dans son exposé oral, préférant maintenir l'attention sur les étapes déjà consolidées dans le processus. Le juge a limité ses interventions à des gestes formels, sans commentaires supplémentaires. Aucune des parties n'a manifesté de surprise réelle, ce qui peut suggérer que le contenu était déjà connu dans des cercles restreints, mais n'avait pas été officiellement introduit dans le procès jusqu'à ce moment-là. Le poids institutionnel d'un épisode comme celui-ci ne réside pas seulement dans la preuve présentée, mais dans la réaction qu'elle provoque parmi ceux qui font fonctionner le système judiciaire. Le changement soudain du rythme de la procédure, la reformulation des arguments face à une nouvelle donnée, indique que les effets de ce qui a été présenté sont encore en phase d'assimilation. C'est dans ces moments-là que le procès cesse d'être un scénario prévisible et devient un champ dynamique de repositionnement. Et plus la visibilité de l'affaire est élevée, plus la répercussion de ces repositionnements est importante dans les sphères extérieures au tribunal. Les observateurs spécialisés soulignent que les changements de cap à ce stade de la procédure ont tendance à reconfigurer le poids relatif des preuves antérieures, même s'ils ne modifient pas formellement les demandes ou les cadres juridiques. C'est la perception du jury, des avocats, de la presse et du public qui commence à fonctionner selon une autre logique. Une logique dans laquelle l'enjeu n'est pas seulement le bien-fondé des accusations, mais l'intégrité du processus dans son ensemble. Et c'est précisément cette perception qui a commencé à se former, le matin où l'audience a été interrompue. Des analyses comme celle-ci aident à comprendre pourquoi certains moments judiciaires doivent être suivis avec une attention redoublée. Lorsque des changements de comportement surviennent au sein même de la structure de la Cour, cela signifie généralement que l'affaire a dévié de la trajectoire prévue. C'est pourquoi le suivi sérieux et approfondi de ces épisodes fait partie de l'engagement de cette chaîne. À partir de ce moment, le processus a cessé d'être uniquement un espace d'enquête technique pour devenir une arène où différents niveaux institutionnels ont commencé à agir simultanément. Le ministère de la Justice, bien que n'étant pas directement présent à l'audience,
a publié dans les heures qui ont suivi une note confidentielle adressée à l'inspection générale de la Cour, demandant un accès supplémentaire au matériel qui avait motivé la suspension. La justification officielle était que le contenu pouvait éventuellement avoir des implications au-delà du cadre strict de cette affaire, notamment en ce qui concerne l'utilisation de ressources de campagne dans des articulations commerciales de nature juridique indéfinie. La Cour a répondu officiellement en autorisant un accès restreint sous supervision technique. Cette décision a établi une triangulation institutionnelle entre le pouvoir judiciaire, le ministère public fédéral et les organismes de régulation de la transparence électorale, ce qui en soi reconfigure déjà le statut de toute procédure en cours. C'est dans ce contexte que le rôle de la Commission électorale fédérale a commencé à prendre de l'importance. Bien que son mandat se limite à l'analyse de la conformité de l'utilisation des fonds électoraux, les membres du collège interne ont commencé à être consultés de manière informelle sur l'impact des preuves obtenues en dehors de la chaîne de conservation formelle. Des rapports préliminaires ont souligné la possibilité de l'existence de contrats parallèles impliquant des sociétés écrans ayant des liens indirects avec des fonds de collecte liés à la campagne de 2016. Ces rapports n'ont pas été rendus publics, mais ont été enregistrés comme annexe de consultation lors de sessions internes de la commission elle-même. À partir de là, un flux de communication interinstitutionnelle s'est mis en place, qui, bien que discret, a été suivi par des analystes qui surveillent le chevauchement des compétences dans les grands procès politiques. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'introduction de cet enregistrement, même bref, a mobilisé des structures au-delà du tribunal où se déroule le procès. Il ne s'agit pas seulement du contenu en soi, mais de l'origine, du moment et de la manière dont il a été inséré dans le processus. Selon des experts en droit pénal procédural ayant une expérience dans les affaires de financement politique, la manière dont une preuve entre dans le circuit judiciaire définit souvent l'ampleur de son impact. Si elle est intégrée sans résistance, son impact se limite au dossier. Mais si son introduction provoque des réalignements visibles entre les institutions, le système commence à fonctionner selon une autre logique, celle de la contention, de la préservation et de l'anticipation de scénarios futurs. C'est dans ce contexte que les représentants du comité d'éthique du Congrès, traditionnellement absents des litiges judiciaires en cours, ont demandé à avoir accès à des extraits publics du dossier à des fins d'analyse préventive. Bien qu'il n'ait pas le pouvoir d'intervenir, ce type de mouvement signale généralement un intérêt politico-institutionnel pour la préservation de certains discours. Des sources proches du comité ont indiqué que la préoccupation ne portait pas sur la responsabilité pénale, mais sur la possibilité que l'affaire rouvre le débat sur les réformes du système de responsabilité financière des campagnes électorales. La mention de réforme ne figurait dans aucun ordre du jour officiel jusqu'alors, mais elle a recommencé à circuler dans les coulisses du Parlement après la suspension de cette session spécifique. Ce type de retour a son importance. Lorsqu'une discussion considérée comme close depuis des années est réactivée par un événement procédural isolé, cela signifie que l'affaire a dépassé sa nature juridique initiale et est entrée dans le domaine des interprétations politiques controversées. Il convient également de noter que dans les 48 heures qui ont suivi, 3 anciens directeurs de l'agence chargés de superviser les transferts électroniques entre les comités des partis et les fournisseurs ont été convoqués de manière informelle à des audiences à huis clos avec des techniciens du Trésor. Le motif déclaré était la vérification des protocoles de suivi des opérations confidentielles entre 2015 et 2017. Bien qu'il n'y ait à ce jour aucune confirmation d'un lien direct entre ces réunions et le procès en cours. La coïncidence temporelle et le choix spécifique de la période étudiée soulèvent des questions parmi les analystes financiers liés au secteur public. La présence du Trésor, même indirecte, ajoute à la complexité de l'affaire, en introduisant la variable de l'ingénierie financière derrière certaines opérations. Et lorsque cette variable entre en jeu, le procès cesse d'être un simple litige sur des registres comptables
et implique désormais le contrôle des mécanismes systémiques de transfert de fonds entre les sphères politiques, juridiques et entrepreneuriales. Cette superposition d'intérêts institutionnels, même si elle n'est pas officiellement déclarée, produit une tension souterraine qui façonne l'environnement dans lequel les décisions seront prises. Chaque nouvel acteur qui s'approche de l'affaire, que ce soit par le biais de consultations, d'avis techniques ou de suivi parallèle, ajoute une couche d'attente à ce qui est déjà jugé. Et lorsque les attentes s'accumulent à plusieurs niveaux, le centre de gravité du jugement change. Il ne repose plus uniquement sur les arguments des parties ou l'interprétation du juge, mais aussi sur ce que les observateurs institutionnels attendent de lui. C'est ce type de déplacement qui transforme des jugements ponctuels en jalons structurels. Et la manière dont chaque institution réagit à cela, même de manière subtile, tend à influencer le rythme et l'orientation des prochaines étapes de la procédure. C'est pourquoi le suivi continu des affaires présentant un tel degré de convergence institutionnelle devient encore plus pertinent. L'analyse que nous proposons ici vise précisément à maintenir cette attention sur les couches qui se forment au-delà des dossiers et sur la manière dont elles redessinent le terrain du litige. Depuis que l'audience a été interrompue de manière soudaine, le débat autour de cet épisode a cessé d'être purement procédural. Les réactions asymétriques entre les institutions indiquent que cet incident a provoqué plus qu'une controverse ponctuelle. Il a mis en évidence une friction structurelle entre le modèle traditionnel de justice et l'émergence de données dont la circulation échappe à la planification formelle. Selon certains juristes, la présentation de l'enregistrement n'était pas un accident d'interprétation, mais s'inscrivait dans une stratégie élaborée, visant à tester les critères d'admissibilité dans des contextes de grande complexité institutionnelle. Pour ces analystes, la décision du juge de suspendre la séance représenterait une retenue prévue, une réponse protocolaire face à un mouvement qui se profilait déjà en coulisses. D'autres interprétations, cependant, vont dans le sens contraire. L'absence de signal préalable de la part de la Cour et le climat de surprise parmi les participants suggéreraient que la réaction était authentique, improvisée et révélatrice d'un système encore mal préparé à traiter des preuves qui émergent par des voies non conventionnelles. La divergence entre ces approches révèle plus qu'un conflit d'interprétation. Elle met en évidence l'absence de consensus institutionnel sur la manière de procéder face à ce qui est, par nature, perturbateur. Au fur et à mesure que l'affaire évolue, l'attention se déplace du contenu de la preuve vers le rôle qu'elle joue dans la structure du procès. Selon des observateurs expérimentés dans les procès sensibles, 3 interprétations principales s'affrontent. La première suggère que l'origine du matériel serait liée à des réseaux de contrôle financier qui opèrent parallèlement aux canaux juridiques traditionnels, soulevant ainsi des questions sur la légalité de la coopération entre des entités sans autorisation judiciaire formelle. La deuxième interprétation soutient que la défense connaissait déjà l'existence de l'enregistrement, mais que son introduction par l'accusation aurait été stratégiquement calculée pour interférer dans le cours argumentatif déjà consolidé. Dans ce scénario, le silence des avocats n'indiquerait pas une ignorance, mais une tentative de neutraliser les effets collatéraux. La troisième hypothèse part du principe qu'aucune des parties n'avait connaissance du matériel et que son apparition dans le procès était inattendue, même pour les agents centraux, ce qui expliquerait le comportement réservé, mais visiblement tendu, de toutes les personnes présentes à l'audience. Ce scénario renforce une caractéristique souvent observée dans les systèmes institutionnels face à l'imprévu. La réponse est rarement immédiate. La tendance initiale est à la réticence. Cela se manifeste sous la forme de reports, de révision des protocoles, de consultations internes et d'omission délibérée de commentaires publics. Loin d'exprimer une passivité, ces mouvements reflètent une tentative de réorganiser le processus dans des paramètres qui garantissent la stabilité et la légitimité. Cependant, cette même réticence, lorsqu'elle est observée de l'extérieur, peut être interprétée comme de l'insécurité ou de la désorganisation.
C'est à ce stade que l'affaire transcende sa dimension juridique et commence à exposer les limites du système en l'absence de précédents clairs. La manière dont les opérateurs institutionnels réagissent lorsqu'ils sont confrontés à ce qui échappe au champ normatif est en soi une preuve du degré de préparation ou de l'absence de préparation à faire face à l'imprévu. Les répercussions, bien qu'encore diffuses, se font déjà sentir à différents niveaux. Le simple fait qu'une preuve non autorisée ait provoqué des mouvements simultanés au sein des commissions législatives, des organismes de réglementation et des structures administratives montre que les frontières entre les pouvoirs sont mises à l'épreuve. Cela n'implique pas nécessairement une rupture, mais signale une recomposition en cours, encore non explicite, des espaces de décision et d'influence. Les magistrats ayant occupé des fonctions dans des instances supérieures observent que, dans ces moments-là, le silence institutionnel pèse plus lourd que n'importe quelle déclaration. L'absence d'explications formelles, les coulisses activées de manière confidentielle et le retard dans la publication des avis constituent une grammaire propre aux situations qui exigent une extrême prudence. Dans ce contexte de retenue stratégique, le rôle de la presse spécialisée acquiert une nouvelle importance. Alors que certains médias choisissent une couverture axée sur les mécanismes procéduraux et les développements juridiques immédiats, d'autres adoptent une vision plus large, cherchant à comprendre ce que l'épisode révèle sur les rouages institutionnels. Les deux perspectives sont valables, et ensemble, elles aident à mesurer l'impact réel de l'affaire. Pour une partie des analystes, le cœur du problème réside toujours dans la responsabilité des pratiques administratives impliquant des irrégularités potentielles. Pour d'autres, le véritable débat porte sur la résilience du système juridique face à des contenus dont l'origine, la circulation et la signification échappent à son contrôle direct. La reprise de l'audience selon de nouveaux protocoles techniques qui comprennent des mécanismes supplémentaires d'authentification des documents et de révision des procédures n'a pas suffi à réintégrer formellement la preuve dans le dossier. La décision concernant son admissibilité reste en suspens, dépendant d'évaluations techniques et de délibérations à huis clos dont la date n'a pas encore été fixée. Pendant ce temps, les mouvements institutionnels se poursuivent. Des groupes de travail internes révisent les paramètres de sécurité. Les secteurs exécutifs suivent indirectement les développements et les agents juridiques impliqués maintiennent une attitude de silence discipliné, signe clair que le moment exige plus d'observation que d'exposition. La seule conclusion possible à ce stade est que le processus est passé du domaine du prévisible à celui de l'impondérable. La simple présence d'un enregistrement imprévu a suffi à reconfigurer les trajectoires, à rediriger l'attention et à modifier le comportement des principaux acteurs. Lorsqu'un élément, même sans validation formelle, provoque des réorganisations comportementales à plusieurs niveaux, le processus en vient à représenter quelque chose de plus grand. La manière dont l'appareil institutionnel gère sa propre vulnérabilité face à ce qu'il ne peut contrôler. C'est précisément dans ce type de scénario que l'analyse éditoriale doit rester vigilante, non pas à la recherche de réponses immédiates, mais poursuivre, étape par étape, la manière dont le système absorbe, filtre et répond à l'imprévisible.